Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttelevision.com ou que nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Marie-Laurence Delors. Marie-Laurence Delors fut conseillère municipale de la ville de Fort-de-France. Elle est professeure de philosophie au couvent de Cluny en Martinique. Comment allez-vous? Très bien, monsieur Laouché, et puis bonjour à tous et à toutes. Et merci de votre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous honorer de votre présence. Pourquoi n'êtes-vous plus au conseil municipal de Fort-de-France? Mais parce que tout simplement, j'avais décidé de ne pas être sur une liste. Et donc, ce qui fait que, voilà. Quand on a fait ce que nous avons fait ensemble, voilà, je me suis dit, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Donc, voilà. Ce que nous avons fait ensemble. Oui, nous, parce que c'était une équipe. Voilà. Vous parlez du conseil municipal de Fort-de-France. Voilà, Okay. Parce que c'est ça. On ne fait jamais les choses seules. Vous avez été élu quand qui était maire de Fort-de-France? Monsieur Laguerre. Vous avez donc connu à la tête de Fort-de-France comme Monsieur Laguerre. Monsieur Laguerre, oui, tout à fait. La première mandature de Monsieur Laguerre, Didier Laguerre. Donc vous n'avez fait, j'ose dire, qu'une mandature. Oui, mais une mandature à venir au conseil municipal tous les mois, multiplier ça par 6, 12 réunions sur 6 ans, eh bien, je pense que j'ai travaillé les dossiers et que j'ai représenté dignement, il faut y aller. Voilà. D'accord. Est-ce que vous aviez déjà fait de la politique avant de vous inscrire sur une liste? Toujours. On fait toujours de la politique à condition de comprendre que la politique, ce n'est pas simplement de la gestion et gérer pour venir au pouvoir et faire les élections. La politique, c'est quoi? C'est s'intéresser au bien commun. Et donc, par conséquent, à partir du moment où vous vous intéressez au bien commun, à la collectivité, d'accord, vous faites de la politique. Maintenant, vous avez envie d'être élu, vous allez vous organiser. Mais en fin de compte, tout le monde en fait. Alors je repose ma question, parce que vous l'avez très bien comprise et vous l'avez bien imaginé là. C'est vrai qu'on fait de la politique même sans le savoir, mais c'est pas ça ma question. C'est pas sans le savoir, on le fait, tout en le sachant, très souvent. Vous avez l'air de dire qu'on fait de la politique. Oui, parce qu'à partir du moment où on s'investit dans la vie de la cité, même en tant que bénévole, dans une association, dans son quartier, oui, parce que c'est la vie sociale. D'accord. Et alors je reprends ma question, est-ce que vous étiez une militante politique? Je l'ai été et je le suis à ma façon, parce que dans mon parcours, j'ai été syndicaliste pendant de nombreuses années, et donc par conséquent, j'ai été dans des associations étudiantes, donc j'ai milité. D'accord. Est-ce que vous avez milité au sein d'un balisier? Non. Ah. Non, donc pas du tout. Vous avez été conseillère municipale de Fort-de-France au sein de l'opposition. Ah, vous au étiez sein dans de l'opposition de la ville de Fort-de-France. Ah, vous étiez au sein de l'opposition, vous ne m'aviez pas dit ça. Eh bien voilà, j'ai été claire maintenant. Donc vous étiez dans l'opposition à M. Laguerre, pourquoi? Mais tel n'est pas... Dans une ville, quelle que soit la taille de la ville, la démocratie veut qu'il y ait une majorité et une opposition. Et l'opposition a des droits. C'est de représenter l'ensemble de ceux qui ont participé à ce vote et même ceux qui n'ont pas participé. Parce qu'il faut bien une voix qui fasse un contre-pouvoir. Il n'y a pas de démocratie sans contre-pouvoir. D'accord. Donc, la tâche de l'opposition, c'est justement d'être présent sur les dossiers. Et donc, par conséquent, c'est un rôle qui peut paraître infime, mais très important. Parce qu'une véritable opposition, ça fait
que les dossiers avancent aussi. Ok. On n'est pas dans l'opposition pour être dans l'opposition. Non. On est dans l'opposition parce qu'on n'est pas satisfait de ce qui se fait. Eh bien, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui ne vous satisfaisait pas dans ce qui se fait à Fort-de-France et que vous avez donc voulu changer en entrant au conseil municipal? Je dois dire qu'il y a une première chose, c'est que quand on travaille au niveau de, on va dire, quand on a un idéal, et quand on travaille pour les Martiniquais, pour ceux aussi qui vivent dans ce pays, qui ne sont pas nécessairement des Martiniquais, quand on travaille pour eux, on a envie que, on va dire que la vie sociale soit une vie qui soit juste, qu'il y ait le moins d'inégalités possible, qu'il y ait la possibilité que les gens puissent circuler sans avoir de voiture particulièrement, et donc circuler en bus, que ce soit un véritable choix, que ce ne soit pas réservé à des gens, parce qu'on a une vision très misérabiliste du transport en commun. Or, justement, le transport en commun, c'est ce qui met en valeur la ville et c'est ce qui permet aux jeunes en particulier d'être autonomes. Parce que si on veut que les jeunes puissent rester en Martinique, il faut qu'ils aient la possibilité d'aller et venir, je dirais à moindre coût, au sein même de la ville et de ses environs et dans les autres communes. Et ça, c'est important. Dans la vie, vous êtes professeur de philosophie. Oui. Et donc, vous étiez dans l'opposition à la mairie qu'a tenu si longtemps Aimé Césaire. Oui. Ça ne vous choque pas? Non. En quoi? Si vous pouvez préciser votre pensée. En quoi ce serait choquant? Aimé Césaire, c'est un grand intellectuel. Oui. Qui a donc été le maire de cette ville pendant très longtemps. Oui. Et tous ceux qui l'ont suivi, eh bien, se revendiquent d'Aimé Césaire. Oui. Et donc, vous étiez quelque part, par procuration, l'opposition à Aimé Césaire. On n'est pas à l'opposition à Aimé Césaire, on est dans une opposition qui voudrait faire un changement dans la ville et vraiment un projet nouveau. Donc, ce n'est pas une opposition à un homme, c'est une opposition à une manière d'organiser la ville. Aujourd'hui, chacun amène ce qu'il doit amener. Et donc, ça, il y a des choses qui ont été faites et il y en a d'autres qu'il faut vraiment changer. Voilà. Et ça, c'est le but, c'est le rôle de la démocratie. C'est-à-dire, c'est un système qui permet à tout un chacun d'y participer et je dirais, de dire, bon, eh bien, aujourd'hui, nous voyons cela comme ça pour cette ville. Et c'est normal. Et ça fait partie de l'évolution de la ville. Il y a des gens qui ont construit et il y a des transmissions qui se font. Et moi, je pense qu'il faut bien voir la question, non seulement de la politique comme une question de transmission, parce qu'on ne fait rien, je dirais, à partir de rien. Ouais, Il y voilà. a toujours quelque chose qui toujours existe. Quelque chose. Et c'est ça la véritable transmission. C'est faire quelque chose de nouveau avec l'ancien. Parce que l'ancien habite toujours le nouveau. Il n'y a jamais d'inédit total. D'accord. Là, vous avez l'air de dire que le transport ne fonctionne pas bien. Ben non. À part le transport, qu'est-ce qui vous gêne? Je dirais que quand j'ai accepté de vous rencontrer et de rencontrer les téléspectateurs, je n'étais pas venue sur ce terrain. J'étais venue pour exposer un certain nombre de points, tels que, je dirais, la vie chère, tels que la violence, parce qu'il ne faut pas ramener la politique à une question de... Parce que ça, c'est la politique.
la question de la vie chère, la question de la violence, la question de la consommation. Et ça, je pense qu'on fait de la politique en traitant ça. Maintenant, arrivera un moment où on va parler de pouvoir, d'y aller, de ne pas y aller, d'élection ou pas élection. Si c'est 100% politique, c'est 100% politique de la vie des Martiniquais. Et ça, je vois pas la politique comme quelque chose d'étriqué. Ah oui, mais lui n'a pas fait ça, moi j'ai fait ça, moi je veux faire ça, etc. Sinon, on rentre dans des cancans, d'accord? Et c'est pas l'objet. Et les cancans ont toujours tué, on va dire, notre vie collective. Parce que qu'est-ce qui va sauver la Martinique? C'est qu'on puisse se mettre d'accord ensemble sur quelque chose. Même si on est différents. Et heureusement qu'on est différents. Et donc, il y a de véritables problèmes qui sont 100% politiques que j'aimerais bien aborder. Je vous remercie de considérer que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est des cancans. Néanmoins, je l'ai fait pourquoi? Parce que, excusez-moi de vous faire de la peine, vous n'êtes pas très connu des Martiniquais. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de montrer aux Martiniquais à qui ils ont affaire, qui est la personne qui va leur parler. Ça ne nous empêche pas de parler de tout ce qui vous intéresse, mais il fallait d'abord qu'on sache un petit peu qui vous êtes, quoi. Donc je pense qu'on l'a fait, mais insuffisamment à mon avis. Ma profession aussi, ça fait partie de moi. Oui, mais j'allais y venir. On a déjà eu, vous êtes professeur de philosophie au couvent de Cluny. Je pense que c'est important de vous situer un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais rentrons dans le vif du sujet, si vous voulez, c'est ça. Voilà. Donc la vie chère. Mais vous n'avez pas de problème de vie chère, vous. Vous gagnez bien votre vie. Est-ce que vous avez 40% comme les professeurs normaux, entre guillemets? On peut toujours aborder la question de la vie chère telle que vous faites. Sur le point de, la division, etc. Mais maintenant, je vous réponds sur cette question de la vie chère. Il faut bien dire une première chose. Tous les événements qui se sont passés depuis septembre 2024, on va dire que ce ne sont pas des nouveautés. 2009, collectivement, il y a eu des syndicats, il y a eu une société civile qui s'est mobilisée avec des résultats. D'accord? Donc, la question de la vie chère, ce n'est pas une nouveauté. Et ça, quand on analyse ce mouvement-là, et ce sur quoi il a abouti, c'est-à-dire les assises, d'accord, on est en droit de se demander si ce n'était pas qu'un alibi. On est en droit, d'accord. Et il y a une deuxième chose. Poser la question de la vie chère sans poser la question du pouvoir d'achat et la question de la production, c'est ne pas prendre l'intégralité du problème. Parce que s'il y a quelque chose que, en 2009, les syndicats avaient compris, c'est non seulement baisser sur les prix, mais aussi la question de l'augmentation des salaires les plus bas. Il faut le dire, les gens en Martinique ne meurent pas de faim parce que c'était presque... Hein, c'est-à-dire que quand on entendait les masses médias de l'Hexagone, c'est comme si les gens mouraient de faim en Martinique. Personne ne meurt de faim en Martinique. Et ça, il y a des populations fragilisées. Et quelle que soit leur origine, martiniquais ou non martiniquais, il y a des populations précarisées. Il y a des gens qui sont avec des petites retraites, moins que le SMIC, qui se battent avec 300 €. Et où vont-ils? À la banque alimentaire. Ils ne tirent pas les chariots. Parce qu'il faut bien dire que ceux qui sont dans les supermarchés, ce ne sont pas les populations les plus fragiles et les plus précaires. Absolument pas. Ceux-là, ceux qui sont vraiment dans une extrême pauvreté, ils vont dans les associations caritatives.
Et très souvent, quand il manque de bus, par exemple, ils ne peuvent pas y aller, parce que s'ils y vont, comment vont-ils faire pour retourner avec le panier de course pour 15 jours? Parce qu'ils y vont tous les 15 jours. D'accord? Et c'est ça la réalité. En réalité, si je vous ai demandé si vous percevez les 40%, ce n'était pas innocent, vous avez bien fait. Vous avez bien esquivé la question, comme vous esquivez toutes mes questions depuis le début de cette interview. En réalité, vous avez 40%, vous ne les avez pas, j'en sais rien. Mais les fonctionnaires ont les 40%. On n'est pas fonctionnaire. Ça s'appelle comment, les 40%? Les 40% de vie chère. Oui. Ils ont été accordés en 1953. Oui. Vous me parlez de 2009, moi je vous parle de 1953. Donc c'est un problème qui date de 1953. On a découvert maintenant qu'il y avait tellement la vie chère qu'on a donné 40% à des gens. Okay? Donc, on n'a pas donné. Il faut quand même pas dire ce mot-là. On n'a pas donné. C'est pas l'État français qui a dit, bon, ben, les pauvres malheureux, fonctionnaires, bon, ben, on va leur donner. Ça a été un combat où les gens sont restés sans salaire plusieurs mois. D'accord? Donc, ce sont les syndicats qui ont initié ce combat-là. C'était pas... Rien dans ce pays n'a été donné spontanément. Tout est le résultat de lutte et de combat permanents. Et quel que soit, ça peut être au niveau économique, ça peut être au niveau de la reconnaissance de certaines dates de notre histoire, tout ça a été un combat. La reconnaissance du 22 mai, ça a été un combat. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé là et puis bon, voilà, on vous aime bien, bon, on vous donne 40%. Parce que c'est ça la réalité. Maintenant, je peux remplacer le mot donné par reçu. Ça vous irait mieux. Non, combat ou pas combat, vous avez reçu car les fonctionnaires. Non, on s'est battu pour. Mais ils ont eu. Quel mot il faut employer? Ils se sont battus. Je sais bien qu'ils se sont battus. Mais oui, mais quand on parle aussi pour des générations qui ne connaissent pas l'histoire de ces 40%. Oui. Ce que je veux dire, c'est que vous avez reçu 40%. Il y a une classe. On s'est battu, voilà. Vous vous êtes battu pour recevoir et vous avez reçu 40% de vie chère. Oui. Ça veut dire que ce problème de la vie chère, posé par les syndicats sans doute... C'est pas sans doute. Il ne faut pas dire sans doute. Parce qu'à partir du moment où vous dites sans doute, vous rentrez dans une suspicion qui ne correspond pas à l'histoire. C'est vrai, c'est une réalité. D'accord. Parce que sinon, on est dans la post-vérité. Chacun peut dire, sans doute, c'est vrai, mais qu'est-ce qui me dit qui se sont battus, etc. Moi, je pense, quand je m'adresse ici, je m'adresse à tout public, à ceux qui n'ont pas connu cette époque. Et donc, il convient toujours de replacer les choses dans leur contexte. Sauf que ce n'est pas très important. L'important, c'est 40% de vie chère. Oui. Donc, c'est un problème qui date de 1953. 1953 à 2000, ça fait combien? Ça fait quoi? Ça fait 47 ans. Entre 1953 et 47 ans. 47 ans plus 25 ans. Alors, 47 plus 20, 60 ans, près de 72 ans. 72 ans qu'on parle de vie chère. Ça ne vous surprend pas? Mais à partir du moment où nous avons, je dis nous parce que c'est le peuple martiniquais qui a choisi la loi de départementalisation, on a transformé une ancienne colonie en département. Il y avait une volonté de justice sociale. Parce que c'est ça la réalité. L'assimilation, c'était la revendication de la justice sociale. C'est-à-dire qu'on allait avoir les mêmes droits et, on va dire, les mêmes devoirs aussi que tout Français. D'accord? À partir de ce moment-là, d'accord, on peut, et c'est ce que certaines classes sociales ont fait, ils ont dit, bon, ben voilà, on en a assez, on est quand même des gens qui vivent sur un territoire, mais qui n'avons pas le même pouvoir d'achat. Donc, les fonctionnaires, le même pouvoir d'achat que qui?
le même pouvoir d'achat que les Français, puisque ça arrivait ici avec le pacte colonial, c'est sûr que les marchandises arrivant, ce qui veut dire qu'il y a eu un renchérissement de la vie. Maintenant, les fonctionnaires se sont mobilisés et c'est vrai que les autres classes sociales n'ont pas eu ces 40%. C'est une réalité. On ne peut que le regretter. Voilà. Et c'est pourquoi la question des salaires, et je rappelle que quand les fonctionnaires rentrent à la retraite, quel que soit, ils ne touchent plus les 40%. D'accord? OK? D'accord? Et ils sont mis à zéro comme tous les autres. D'accord? Retraités. Je rappelle ça parce que c'est important. Puisqu'on parle de vérité historique, en réalité, en 1953, les fonctionnaires martiniquais se sont rendus compte que leurs collègues français de l'Hexagone métropolitain qui arrivaient ici touchaient 40% ou à peu près de plus qu'eux. Et ils ont revendiqué de pouvoir toucher la même somme que leurs collègues. Donc, en réalité, le problème de la vie chère a été posé de cette façon-là. Mais aujourd'hui, vous avez employé le mot de justice sociale. Ce qui est important, c'est la justice sociale. Ouais. C'est de faire en sorte que les Martiniquais ne soient pas des Français de seconde zone. Vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, le Martiniquais a voté pour le 73. Ça a été un vote. Il voulait rester français sans les spécificités, parce que le 74 donnait cette spécificité. On va dire, une majorité, même si il y a eu beaucoup de gens qui se sont abstenus, il n'empêche qu'on a choisi, même si j'étais pour le 74, que le peuple martiniquais a choisi ça. Donc, quand on a choisi ça, ceux qui font la vie de ce pays et qui sont en charge de sa gestion doivent tenir compte de ça. On est français dans le 73 avec l'assimilation législative. Moi, je pense que le Martiniquais pourrait aller vers beaucoup plus de reconnaissance autre que le 73. Moi, j'ai toujours été pour la souveraineté de mon pays. Maintenant, il faut toujours laisser les possibles ouverts. Il faut toujours laisser. C'est quoi? Le pays, c'est la Martinique. La Martinique appartient aux Français, c'est eux qui l'ont découverte, c'est eux qui l'ont conquise. À quel moment ça vous appartient? Une terre ne nous appartient jamais totalement. Ça, c'est une première chose. On est toujours, on va dire, locataire d'un lieu. On n'est jamais totalement propriétaire. Et même si on a une maison, on est propriétaire dans un cadre précis. Parce que si une route passe et qu'on a besoin de casser votre maison, on la casse, on vous dédommage. Donc, on n'est jamais 100% propriétaire. D'accord? Donc, on a un pays que l'on fabrique tout le temps. Avec ceux qui viennent, avec ceux qui sont là, parce que les premiers habitants de la Martinique, ce sont les Amérindiens qui étaient, d'accord? Donc, si on veut remonter à l'histoire, ben, ce sont eux. Donc, on est arrivé et on a créé une communauté. Et c'est ça. Vous êtes indépendantiste? Oui, je suis pour l'indépendance dans mon pays. Ouais. Et je pense qu'il faut laisser les possibles ouverts. Il ne faut jamais fermer la porte. Donc, vous êtes pour l'indépendance de la Martinique? Oui. Tout en réclamant exactement les mêmes droits, les mêmes avantages et tout que les Français de France. Vous ne m'avez pas vu dans une lutte initiée, une lutte pour une assimilation. Maintenant, en tant que syndicaliste, les syndicats ont pour tâche d'améliorer la vie de tous les salariés. En tant que syndicat, c'est normal.
en tant que politique aujourd'hui, en ce qui me concerne, justement, le fait de dire qu'on veut les produits pareils que la France, ça c'est une lutte assimilationniste que je n'ai jamais vraiment soutenue. Alors qu'est-ce que vous soutenez là aujourd'hui concernant la vie chère? La vie chère, c'est un alibi. On ne peut pas poser la question de la vie chère sans poser la question du pouvoir d'achat. Et donc, par conséquent, pour moi, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est la question du pouvoir d'achat, de la consommation, et ainsi que de la production. C'est quelque chose qui va ensemble. Vous ne pouvez pas poser la question de la vie chère sans poser la question du pouvoir d'achat. Et c'est ça la différence avec 2009 où les salaires les plus faibles, les syndicats avaient négocié et obtenu on va dire, une prime. C'était une victoire. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Et tous ceux qui étaient au chômage, ils étaient nombreux dans la rue. Ouais. Beaucoup plus nombreux que les syndicalistes, n'ont très exactement rien eu. Ouais. C'est-à-dire que les syndicalistes se sont servis. On ne va pas dire ça. On ne va pas dire que les syndicalistes se sont servis. On va dire que les syndicalistes ont fait leur boulot de syndicat. Maintenant, la grève a toujours été quelque chose de légal. D'accord? Ce qui était le cas. Il n'y avait pas eu de violence, il n'y avait pas eu d'exaction, il n'y avait pas eu de blessés, etc. Non, il ne faut pas quand même être aussi dur alors que... Qu'est-ce qui a été dur là? Vous dites ça? Oui, parce que vous avez dit que les syndicats se sont servis et des... Mais non. Je n'ai pas dit qu'ils étaient violents. Non, mais vous avez dit, à partir du moment où vous dites qu'ils se sont servis, c'est une manipulation. Et toute manipulation, quelle qu'elle soit, relève d'une forme de violence. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ouais. En 2009, il y a eu les manifestations en Martinique comme il n'y en a jamais eu de toute l'histoire de ce pays. Dans la rue, il y avait plus de chômeurs que de salariés. Il n'y avait pas que des chômeurs. Il y avait plus de chômeurs que de salariés. La Martinique entière était dans la rue. Et vous le savez bien, il y a beaucoup de chômage en Martinique. Donc il y avait des chômeurs, il y avait des retraités, il y avait toute espèce de gens. Pas seulement des syndicalistes. Les syndicalistes... Il y avait des salariés. Il y avait des salariés. Évidemment. Ah, il y avait oui, des salariés. Des salariés. Il y avait des... Enfin, il y avait toute la Martinique, des salariés, je ne sais pas s'il y avait toute la Martinique. Justement. Il y avait surtout toute la conurbation... Fort-de-France, Lamentin, excusez-moi, j'étais sur le terrain. Oui, moi aussi. J'ai vu, donc nous étions là, vous avez vu des retraités, oui. Vous avez vu ou pas? Oui. Bon, vous avez vu des retraités, vous avez vu des chômeurs, vous avez vu des travailleurs. Oui. Donc c'est tout ce qui compose la Martinique. Voilà. C'est pas dire qu'il y avait 300 000 personnes, mais tout ce qui compose la Martinique, d'accord? Eh bien, les syndicats ont négocié, et quand ils ont obtenu leurs 200 € pour leurs salariés, ils ont fini avec ça. C'est un fait. Ce que vous voulez, c'est un fait. Et les faits sont têtus. Vous ne pourrez pas changer ce fait-là, d'accord? Mais les faits ne parlent pas d'eux-mêmes. Les faits ne parlent jamais d'eux-mêmes. Il faut une interprétation non, des faits. Moi, je n'interprète rien. Je dis un fait. Les syndicats ont négocié à la préfecture, je les voyais rentrer, je les accompagnais, je les filmais, ils sont entrés, ils ont traité pour les salariés, et ils ont fini avec ça, d'accord? Ils ont abandonné les autres Martiniquais. Que vous le vouliez ou non, c'est ça qui s'est passé. Ceci dit, arrivons maintenant aujourd'hui. Oui. Nous sommes français, pour l'instant. Je vous fais remarquer que vous ne parlez pas de ce mouvement. Quel mouvement? Ce mouvement qui a été initié au mois de septembre. Alors parlez-en, qu'est-ce que vous voulez en dire? Mais moi je dis, puisque on parle pas seulement de vie chère, on parle de pouvoir d'achat, c'est qu'il faut bien poser le problème. Parce que pendant 6 mois, il y a eu des exactions de toutes sortes. De toutes sortes. Violence, barrages, barricades montées, etc. Pour qu'on puisse arriver à des assises
d'une partie infime de la population. Il n'y avait même pas tous les parlementaires. Il y en avait deux parlementaires de la même mouvance, d'accord? Les Martiniquais ont boudé cette manifestation, d'accord? Ok? Il y avait donc une infime minorité et on voit bien que finalement, que cette prétendue histoire de vie chère, parce que c'est ça, le problème, ce n'est pas le problème de la vie chère, le problème, c'est le problème du pouvoir d'achat. C'est différent, en fait, entre les deux. Oui, le pouvoir d'achat, c'est la capacité, c'est la question des revenus. Les revenus, comment on peut acheter aujourd'hui en Martinique et qu'est-ce qu'on peut acheter? Et ça, quand la question des revenus, ça va poser le problème des revenus familiaux et des revenus du commerce, on va dire, souterrain. D'accord? Parce que c'est aussi ça, l'économie souterraine. En Martinique, on n'a pas réellement des chiffres. Et c'est ce qui explique, en quelque part, qu'on puisse voir fleurir des choses. On se dit, mais comment se fait-il qu'on puisse être au top 10 mondial de l'achat de véhicules neufs, hein? Ce n'est pas l'achat de véhicules d'occasion. D'accord? L'achat de véhicules neufs, Martinique, Guadeloupe, nous sommes dans le top 10. Et si on associe ça à la question de la consommation de champagne et autres alcools prisés, et quand on regarde les trafics en Martinique, il y a toutes sortes de trafics. Lambi... Qu'est-ce que vous voulez démontrer là? Je démontre quoi? Qu'il nous manque, pour qu'on puisse évaluer la situation, il nous manque vraiment des chiffres de cette économie parallèle. Cette économie parallèle qui, en quelque part, nous indique qu'elle concurrence fortement, on va dire, l'économie traditionnelle. Et elle peut générer des revenus encore plus importants que nous ne connaissons pas. Et ça, c'est important. Donc, ce que vous dites en réalité, c'est qu'il n'y a pas de problème de vie chère en Martinique. Les gens ont un pouvoir d'achat qui leur fait acheter des... il y a une question de pouvoir d'achat. Je suis en train de vous dire... Voilà. Ben, attendez, vous démontrez là à l'instant. Ouais. Vraiment, vous venez de démontrer qu'il y a un pouvoir d'achat qui permet aux Martiniquais d'acheter du champagne, d'acheter des voitures chères. Donc, il n'y a pas de problème en Martinique, selon vous. On a le pouvoir d'achat qu'il faut. Non, parce que justement, c'est là nos contradictions. Parce qu'à partir du moment où vous avez des revenus du travail qui ne sont pas suffisants, vous avez des retraites qui sont faibles. La tentation, justement, c'est le commerce parallèle. Voilà. Et cette tentation-là gangrène notre société. Voilà. C'est parce qu'on n'a pas trouvé de réponse à cette faiblesse de revenus. Qu'est-ce qu'ils font les gens pour avoir une consommation à la hauteur du rêve qu'ils ont? Eh bien, ils sont séduits par l'économie parallèle. Quelle est votre solution concernant la vie chère, alors? L'absence de pouvoir d'achat? Eh bien, l'absence de pouvoir d'achat, c'est nécessairement la question de la production et augmenter les revenus du travail. Parce que de plus en plus, vous avez des diplômés qui arrivent et ayant des formations solides, d'accord, et qui ne trouvent pas, on va dire, de travail à la hauteur de leurs compétences. Ce qui explique pourquoi un certain nombre, pas tous, heureusement, ils peuvent repartir. Il y en a de ceux qui restent et qui acceptent, entre guillemets, un déclassement. Je dis bien entre guillemets, parce que nous aussi, une certaine génération, la mienne,
même si je connais des ingénieurs qui sont devenus enseignants, qui ont fait d'autres types de métiers. Comme il y a des jeunes, parce qu'ils ont envie de travailler en Martinique, qui peuvent accepter n'importe quel métier, y compris, par exemple, de travailler comme hébreur. Et ça, je les salue, je leur dis, bon, oui, merci parce que vous faites du bien à la Martinique pour la propreté, oui. Il y a deux choses. Je ne trouve pas du travail à la mesure de ma compétence, ouais. Et je ne trouve pas du travail à la mesure de mes prétentions salariales. C'est pas exactement la même chose. Mais parfois, alors, qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas? Ce qui ne tourne pas, c'est que... Ce qu'ils ne trouvent pas, en réalité, ce qu'ils ne trouvent pas, c'est le travail qui correspond au diplôme. Parce que quand on a fait un certain nombre d'années et qu'on travaille dans une branche, même si, bon, dans une branche qui n'est pas la sienne, c'est difficile. Mais ils acceptent quand même. Même si le salaire peut être correct, ils acceptent. Mais à quel prix? Au prix de la négation de tout leur savoir-faire. D'accord? Excusez-moi, la Martinique est un pays tel qu'il est. Oui. D'accord? Et donc vous ne pouvez pas avoir les mêmes filières qu'un pays comme les États-Unis, la France ou la Russie, quoi, je veux dire, comme un pays développé. C'est pourquoi ils partent. Ben, ils n'ont même pas à revenir, il n'y a pas de réseau qui revienne. Ah ben oui, S'ils savent qu'ils vont pas trouver le travail. C'est clair. Mais ils font un choix. Oui, ils font un choix. Et moi, je ne vais pas les condamner pour ça. Pourquoi? Parce qu'on peut être hors de la Martinique et travailler pour la Martinique. Donc, je n'ai pas à condamner ceux qui font ce choix. Votre travail à vous, c'est de préparer, de faire une Martinique telle qu'elle puisse recevoir les Martiniquais qui ont fait des études ailleurs. Ouais. C'est ça votre travail? Mon travail, quand j'ai des jeunes, c'est de leur montrer la nécessité d'une compétence, la nécessité d'un travail bien fait, la confiance dans le travail qu'on a, la confiance en soi. Et cette confiance en soi, c'est, on va dire, la clé de la réussite. Reconnaître ce qu'on a et à partir de ce qu'on a, se servir de ça comme base pour aller un peu plus loin. Et de faire comprendre qu'il n'y a pas de perfection. C'est ça mon travail. Il n'y a pas la perfection. Rien n'est parfait. Ah bon? Oui, c'est vrai. Ouais, parce que beaucoup trop de jeunes... Mes parents avaient exactement le discours contraire. Eh bien, justement... Cherche la perfection. Tu ne l'atteindras peut-être pas, mais cherche-la. Il n'y a pas la perfection. Exactement le contraire de vous. Il n'y a pas de perfection. Il faut faire le mieux au mieux. Et le plus loin qu'on peut. Et ça va nous préserver de beaucoup de maladies telles que la dépression. Parce que quand on n'y arrive pas, eh bien, on peut sombrer facilement là-dedans. Eh bien, il faut savoir qu'on fait au mieux et on va le plus loin qu'on peut. Donc vous rendez hommage à l'ingénieur qui a fait 8 ans d'études ou 7 ans d'études, qui revient en Martinique et qui se met éboueur. Vous lui rendez hommage. Oui, parce que être éboueur, vous savez, moi je dis, c'est un métier qui, si on veut connaître l'état de la Martinique, c'est de regarder ce qu'il y a au fond des poubelles. Eh bien, ils connaissent mieux la Martinique que quiconque. D'accord. Ah oui, ouais. Est-ce qu'il vous viendra à l'idée de rendre hommage à un ingénieur? Oui, aussi. Attendez, j'ai pas fini. Un ingénieur qui reviendrait et qui essaierait, dans le secteur qu'il connaît bien, de créer une filière, de participer au développement. Entrepreneur, je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas... Les deux. Comment les deux? Les deux. C'est-à-dire qu'un mec qui a fait 7 ans d'études, oui, il vaut mieux qu'il se serve de ces études-là oui, pour faire avancer la Martinique que de se mettre éboueur quand même. Mais c'est parce qu'il ne trouve pas. Bien sûr, mais parfois on ne trouve pas, on essaye de créer.
C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais. Ouais. Est-ce que votre métier, c'est de travailler pour que les gens viennent d'ailleurs et ils trouvent? Ben on ne peut pas. Il faut qu'ils créent Vous eux-mêmes savez- la richesse du pays. Il faut Oui. qu'ils construisent le pays. Il ne Oui. faut pas qu'ils attendent que les anciens comme nous, eh bien on leur fasse tout pour eux. Ils peuvent venir, prendre le risque, être entrepreneurs, essayer de Mais construire le pays. c'est- Et non pas se mettre éboueurs. C'est pas... Non, je n'aime pas ce mépris-là. Première chose, tout le monde... C'est pas du mépris. Oui, je- oui, mais moi, je me mets à la place Je vous de dis que celui lorsqu'on a qui fait le 7 ans reçoit. d'études, ce n'est pas sérieux de se mettre éboueur. Ça ne veut pas dire qu'on Non. méprise les éboueurs. Non, non, mais ce que je suis en train de vous dire, M. Laouchi, c'est que tout le monde, y compris ceux qui ont fait de grandes études, ne veulent pas nécessairement entreprendre. Vous regardez des Martiniquais qui sont super diplômés, ici en France, ils vont dans des boîtes et ils vont nécessairement être, je dirais, des responsables. Parce que c'est une question de choix. Vous pouvez dire que, bon, il vaut mieux risquer de faire quelque chose. Je suis pour l'entrepreneuriat. Et 100%. Maintenant, je tiens compte qu'il y a de ceux qui disent non, l'entrepreneuriat, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est trop difficile, parce que je ne me sens pas cette fibre-là. Ça, c'est aussi un choix que moi, en tant qu'enseignant, je ne peux que respecter, puisque moi, je défends la pluralité de la réussite. C'est tout. Est-ce que vous défendez le développement de la Martinique? Ah oui. Alors vous devez quand même essayer de faire que vos élèves aillent vers les voies du développement, non? Oui, oui, Ouais, oui. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pas ce que mais vous ils ont expliquez. le choix. Mais ils ont le choix. Je leur laisse le choix. Évidemment. Et je n'ai pas à juger. Au contraire, vous n'allez pas. j'ai à accompagner. Vous avez aussi à suggérer, vous avez aussi à faire en sorte que les vocations se révèlent. Oui, Vous avez c'est à ce part- qu'on fait. Et si vous C'est ce qu'on respectez fait. les choix, vous ne faites rien, vous respectez C'est les ce choix. qu'on fait. Mais vous respectez les choix. Oui, Donc mais vous ne il dis- faut vous dirigez- respecter le choix. Mais vous ne dirigez pas les choix. Je Mais n'ai le pas rôle- à le- diriger. Ben voilà, ben on n'est pas d'accord. Je veux dire, là-dessus, je pense que les gens qui ont de l'expérience, les gens qui doivent avoir pour mission de suggérer des choses aux jeunes, de leur montrer des voies que peut-être ils n'auront pas fait, ils n'auront pas vues, et pas d'être toujours d'accord avec eux. Excusez-moi. Je ne suis pas toujours d'accord. Mais vous C'est pas respectez ce leur que je- choix. Non, je les accompagne. Ben dans oui, leur c'est choix. pareil, c'est pareil. Qui? Moi, je dis qu'on peut essayer de leur suggérer des choix Mais qui c'est vont ce dans le qu'on sens. fait. Mais vous dites le contraire, et puis après vous dites c'est ce que vous faites. C'est Mais bon, oui, d'accord. mais c'est un choix. Mais le choix d'un jeune, on est en train de le fabriquer avec lui, pas sans lui. Mais tous, c'est que vous avez une conception de l'éducation qui n'est pas la mienne. C'est ça, c'est ça la réalité. C'est bien évident. Et j'en suis tellement content que je sens que ce ne soit pas la vôtre. Qu'est-ce que vous pensez de la violence dans ce pays? Et notamment les cartels. Vous avez apporté un article du journal Le Monde. Oui, voilà. Donc, j'ai trouvé cet article très intéressant. Pourquoi? Parce que pendant longtemps et pendant toute la durée des troubles, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait la recherche du sensationnel dans tous les médias français, la recherche du paternalisme, etc. Et là, on est rentré au cœur même de ce qui, aujourd'hui, est l'essentiel, c'est le danger sécuritaire. C'est ça, l'ampleur de ce danger sécuritaire en Martinique, et plus particulièrement la question du business de la cocaïne. Je préfère dire du business de la cocaïne plutôt que narcotrafic parce que ça ne parle pas aux gens. Quand on parle business de la cocaïne, ça parle. Et c'est ça la réalité. Et l'article du Monde, ça a été réalisé par Jacques Foulourou, qui est venu à Basse-Terre, à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre, et qui a fait ce travail et ce reportage de fond. Et qu'est-ce qu'il montre? Il dit deux choses. Première chose, que le commerce maritime vers l'Europe se développe fortement
Et ces territoires, en parlant de la Martinique, de la Guadeloupe, sont des lieux stratégiques pour les narcos latino-américains qui ont décidé de s'appuyer sur les gangs locaux pour le trafic de la cocaïne. D'accord? Et ce trafic sera d'autant plus à l'ordre du jour que la Martinique comme la Guadeloupe sont des portes d'entrée en Europe. C'est des zones de stockage. La drogue est stockée, parfois même coupée en Martinique, Guadeloupe. Et la question du port va se poser parce que d'ici 3-4 ans, il y aura un hub, c'est-à-dire un hub portuaire, c'est-à-dire qu'il y aura, aujourd'hui, il y a 3000, un peu plus de 3000 conteneurs qui arrivent au port. Et avec ce nouveau projet, on va tripler, doubler les capacités portuaires de la Martinique. Donc voilà ce qu'ils disent. L'inquiétude aujourd'hui est d'autant plus vive que cette nouvelle donne criminelle s'inscrit dans un contexte profond de bouleversement du trafic maritime entre les continents américains et européens. L'État a en effet décidé le 19 décembre 2023 de créer plus de 300 millions d'euros le hub entier. Un projet qui va doubler, tripler les capacités portuaires de la Martinique et de la Guadeloupe et permettre d'accueillir des navires transportant plus de 7200 conteneurs au lieu des 3300 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les ports de Colombie, de Carthagène et de Jamaïque sont saturés. Et l'idée, justement, c'est de faire des Antilles françaises une alternative pour le trafic commercial. Et qui va porter ça? C'est la CMA-CGM. Voilà. Et on voit une réelle opportunité du développement pour la Martinique. Alors qu'on sait qu'il y a 10% seulement de contrôle. Il n'y a pas de badge. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la délivrance des badges d'accès a été transférée en France. Le sujet est sensible. Les retraits ou refus donnent souvent lieu à des mouvements sociaux qui paralysent l'activité des ports. Du côté judiciaire, on révèle que dans un dossier à la Guadeloupe portant sur l'exportation de 5 tonnes de cocaïne du port de Jarry vers l'Europe, un docker avait été placé sous contrôle judiciaire pendant l'instruction. Il était chargé de déplacer les conteneurs, un poste stratégique. Il a continué à travailler. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de surveillance de nuit dans les ports. Et le port, justement, à partir du moment où on ne maîtrise pas les conteneurs, parce qu'on ne peut pas, pour le moment, regarder et vérifier tous les conteneurs, on se pose la question, avec l'intelligence artificielle où on nous dit qu'on peut faire beaucoup, ben, je ne vois pas pourquoi on n'arrive pas à vraiment surveiller le contenu de ces conteneurs. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que le port, c'est vrai qu'il y a des mules, c'est vrai qu'il y a un transport qui sort de Sainte-Lucie à travers les petites embarcations, c'est vrai qu'il y a des interceptions, mais comme il n'y a pas de matériel, il n'y a que 10% vraiment de la marchandise qui est interceptée. Et tant que ce trafic-là sera aussi juteux, même si les prix de la cocaïne ont baissé, d'accord, il n'empêche que de plus en plus de gens consomment en Europe, d'accord, et ce trafic va redoubler avec le trafic des conteneurs. Oui. Et donc, on se dit... En quoi ça nous concerne?
En quoi ça nous concerne? Ça nous concerne parce que, justement, les questions comme ils disent, qu'il y a aujourd'hui un puissant maillage entre les cartels colombiens et les gangs qui sont en Martinique et à Sainte-Lucie et en Dominique. Donc, c'est de la drogue. Oui, c'est de la drogue. Qui sort d'Amérique du Sud. Oui. Qui est mise dans des conteneurs. Oui. Ces conteneurs passent par la Martinique pour aller en Europe. Oui. Donc, il y a... Alors, pas seulement les conteneurs, hein. Vous avez des mules, vous avez des petites embarcations. Non, là, vous parliez du port. Voilà, on parle tout à du port. fait. Oui, on parle du port. Donc, ce sont des conteneurs qui arrivent. Alors, deux choses d'une chose, ces conteneurs s'arrêtent en Martinique. On les ouvre et la drogue qui est dedans, en tout cas une partie de la drogue, est distribuée en Martinique. Ou bien ces conteneurs vont directement en Europe. Si ces conteneurs vont directement en Europe, ça ne nous concerne pas. Parce que ça part et puis ça va en Europe, ça concerne l'Europe. Alors ma question, est-ce qu'il y a des conteneurs, est-ce qu'il y a beaucoup de drogue qui sort d'Amérique du Sud et qui arrive en Martinique et distribuée en Martinique? Alors on n'a pas les chiffres. On n'a pas les chiffres. Mais on sait, compte tenu des prises qui augmentent régulièrement, des prises de cocaïne qui augmentent, ça veut dire aussi qu'il y a une production qui arrive en Martinique de plus en plus importante et il y a une organisation de plus en plus importante de gangs. Ok. Et cette drogue arrive en Martinique comment? Par quel moyen? Eh bien, par tout moyen. Par tout moyen. Par tout moyen. Par embarcation, parce qu'il y a par la mer. Parce que, bon, il y a des petites embarcations rapides qui arrivent surtout la nuit, d'accord? Et donc, par conséquent... Elles viennent d'où? Eh bien, ça vient de la Caraïbe. Elles viennent des îles qui nous sont proches. Oui. Sainte-Lucie, Dominique, les îles qui nous sont les plus proches. D'accord. Et alors, c'est un problème, ça? Ah oui, c'est un problème parce que, justement, le narcotrafic alimente la violence qui est en Martinique. Parce qu'on ne peut pas quand même se contenter de dire et de dire, bon, on ne peut rien faire comme si on est, on va dire, impuissant. Aujourd'hui, ce sont des familles qui sont décimées par ce trafic. Et des jeunes qui peuvent être séduits par cet argent facile. D'accord. Donc la drogue, et dangereux. La drogue rentre. Oui. Et les armes aussi qui vont avec. Eh bien, les armes et toutes sortes de produits qui ont de la valeur ajoutée. D'accord. Autrement dit, il suffit de garder nos frontières pour éviter ça. Parce que nous ne sommes pas un grand pays. Ouais. Et nos frontières sont faciles à garder, parce que nous ne sommes pas comme la France où il y a une frontière avec la Belgique, une frontière avec la Suisse, une frontière avec l'Allemagne. Nous, c'est une côte. Donc il suffit de garder la côte, ou le problème? Oui. Pour le moment, c'est pas possible. Il n'y a pas les moyens. Mais c'est tout. Le combat, c'est pas le combat pour la violence, c'est le combat pour garder nos côtes. C'est le premier combat. Oui, c'est le premier. Pourquoi on ne le mène pas? Mais c'est aux parlementaires. Il y en a certains qui mènent ce combat-là. C'est aux parlementaires et c'est aux élus qui doivent mener ce combat. Est-ce que nous avons fait une proposition au gouvernement français? Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Et pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, il faut poser la question à nos élus. Mais il faut leur poser les questions. Vous pouvez le faire. Je ne suis pas élu, monsieur. Non. Je peux faire beaucoup à la place que je suis. D'accord. Mais je ne suis pas à la gestion de la Martinique. D'accord. Je veux dire qu'à l'initiative des élus ou pas, des Martiniquais, il y a des militaires martiniquais, il y a des gendarmes martiniquais, il y a des intellectuels. Vous pouvez faire un groupe et puis proposer au gouvernement un projet pour protéger nos côtes. C'est pas extraordinaire. On en est là, oui, c'est pas extraordinaire, mais un projet pour la Martinique, c'est à l'ordre du jour. Et à l'intérieur de ce projet, la question de la protection des côtes et de la sécurité
est posée. On est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a, avec la guerre d'Ukraine et grâce à la guerre d'Ukraine, on a vu à quel point les drones sont efficaces. Ah ben oui. Et on pourrait, avec des drones, protéger relativement facilement les frontières de la Martinique. Je ne comprends pas du tout pourquoi les Martiniquais ne se mobilisent pas là-dessus. Oui, c'est parce qu'on n'a pas encore pris conscience collectivement de la nécessité de le faire. C'est parce qu'il faut une prise de conscience collective hors de la résignation. Et tant que, justement, on ne va pas se mobiliser, c'est parce que c'est pas uniquement... tout n'est pas de la faute de l'État. Hein. Il faut qu'on se mobilise contre cette violence qui est structurelle et non pas seulement générationnelle. Parce que dire que la violence est structurelle, c'est dire que cette violence, elle est dans les familles, parce que vous avez la violence familiale, d'accord? Mauvais traitement, violence contre les femmes. Et vous avez les questions de tout ce qui se rapporte à l'inceste. Tout cela forme la violence. Et nous avons à nous mobiliser collectivement et ne pas croire que tout va venir de l'État, justement. Alors, on ne peut pas. Un enfant de 13 ans se retrouve à 11 h du soir avec un fusil et se fait tuer, ce n'est pas de la faute de l'État. Donc, il y a des questions de parentalité, de prise en charge, de la petite enfance. Il y a ces questions-là qu'il nous faut régler collectivement. Alors, bien sûr, on a des associations, des bénévoles qui sont là, parce qu'il faut leur rendre hommage à tous ces bénévoles qui sont dans des associations caritatives, des associations d'écoute, pour toutes ces familles qui sont très souvent stigmatisées, d'accord? On dit, ah oui, qu'elles n'ont pas les moyens, c'est pourquoi, etc. Mais la violence touche tous les milieux. C'est pas uniquement... c'est pas parce qu'on vit dans un milieu fragilisé qu'il y a nécessairement de la violence. C'est pas un conditionnement. La violence se trouve partout. Quand vous vivez en Martinique, vous êtes une femme, est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un pays particulièrement violent? Un pays où, voilà, particulièrement violent. Vous avez voyagé de temps en temps? Oui, ça m'arrive. Souvent. Je ne sais pas si c'est souvent. Vous avez je vous perçois comme voyageant souvent. Ah bon? C'est une mauvaise perception. Une mauvaise perception. Non, d'accord. De voyager de temps en temps. Oui, voilà. Et vous voyez le monde ailleurs. Et vous avez l'impression que notre société est particulièrement violente. Parce que vous faites preuve là de catastrophisme qui me surprend. Je dis la chose suivante. Hein. C'est marcher les yeux fermés et ne pas écouter et être sourd. Parce que les yeux fermés, les oreilles bouchées. Oui, d'accord. Sourd et muet. Oui, sourd et muet et aveugle. Oui, pour ne pas voir que, quels que soient les individus, qu'ils soient âgés, moins âgés, la question de la sécurité se pose. Quand vous avez des agressions, pas seulement vous avez des agressions dans les familles, vous avez des agressions dans la rue. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent, moi, je ne veux pas me retrouver à tel endroit. Après, quand on a des enfants qui vont en boîte, qu'est-ce qu'on leur dit depuis longtemps? Surtout, quand vous sortez de boîte, ne restez pas dehors. Après la boîte, 4 h du matin, rentrez à la maison. On est obligé de dire ça aux jeunes. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut être pris dans un feu de personnes qui sont là pour autre chose et qui règlent leur compte. Et c'est ça la réalité. Donc, ne pas écouter ça et dire, ah oui, voilà, est-ce que c'est pas faire preuve de catastrophisme? C'est faire preuve d'aveuglement et de surdité que de ne pas le voir. Parce que quand la vague, elle monte, quand elle vous monte la tête, parce qu'elle monte là, donc on peut se dire, bon, il n'y a pas de vague. Bon. Pendant longtemps,
on a nié le trafic en Martinique, mais non, c'est 2 ou 3 petits jeunes qui prennent de l'herbe, etc. On en vient maintenant à des gangs organisés en Martinique. D'accord? Donc, on peut toujours vivre comme ça. Mais je dis que c'est ne pas tenir compte. Et la population qui parle, parce qu'eux, ils parlent. Hein. Si vous ne les entendez pas, moi, je les entends. D'accord? Et 2, ne pas regarder ce qui nous pend au nez. Non, mais je pense que vous aimez le journal Le Monde. J'aime le journal Le Monde. C'est un journal sérieux et tout ça. Ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte qu'il y ait un placard dans le journal Le Monde, parce qu'il est pas mal lu, le journal Le Monde, pour expliquer à la France entière que nous sommes un pays complètement criminogène. Il y a beaucoup de crimes où les personnes ne peuvent pas aller en boîte de nuit sans risquer leur vie. Ouais. Après, vous ajoutez le cholestérol pour leur dire qu'ils auront du mal à manger sans être empoisonnés. Et puis voilà, vous aurez fait du bien au reste de l'humanité. Alors, oui. Alors, je vous prends au mot. Alors, j'avais fait une lettre ouverte d'une Martiniquaise à la presse hexagonale. Alors, Ah, vous avez fait ça pour ah le oui, moment? ah oui. Vous avez décrit notre pays comme ça? Alors, je vous lis. Oh là Je là. vous lis. Je vous lis quelques passages. Ne sommes-nous pas en droit d'exiger une information plus respectueuse des faits? Autrement dit, qui fasse la part des choses, d'une part de la petite minorité qui vandalise. Je l'avais envoyé cette lettre lors des événements, ouais. Voilà. Qui vandalise, pille et raquette, tout en se proclamant pacifiste, on lutte contre la cherté de la vie. Et d'autre part, la majorité qui condamne les nombreuses victimes et les conséquences sociales, économiques et écologiques. Permettez-moi, en prolongement de cette interrogation, un petit exposé des faits. Alors, voyons. Première observation, c'est la pauvreté et la précarité créent des frustrations, des ressentiments et donc de fortes tensions sociales. Mais les tensions sociales, même fortes, ne peuvent être assimilées à une crise sociale. Autrement dit, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion seraient au même niveau de trouble que nous. On a fabriqué en définitive une crise sociale. On se bat, disent-ils, parce que l'État français veut nous affamer avec la complicité des élus et des syndicats. Parce qu'au départ, c'était ça. Cet argument slogan, d'accord, résume les 3 procédures de fabrication de crise. D'accord? Et je passe, il y avait les 3 procédures, et je disais, cette polarisation de l'attention et du débat sur la mise en scène de crise sociale servait au final de masquer quoi? Le danger sécuritaire. Et la deuxième observation, c'est qu'on avait fabriqué un messie qui mettrait fin à l'injustice sociale. D'accord? Ils ont ainsi participé, les médias, à la fabrication d'une illusion et d'une fiction de représentation. L'urgence est donc sécuritaire. Voilà ce que je disais au mois de novembre 2024. Je voulais apporter, je voulais le lire. Et vous me donnez l'occasion de le lire. Voilà. Je suis très, très content de leur donner cette occasion. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en prend pas davantage aux gens qui consomment? Pourquoi on ne parle que de ceux qui font le trafic et on ne se préoccupe pas de ceux qui consomment? Il me semble que ça pourrait être assez facile. Hein. On sait que là, c'est là qu'on vend les trucs, Ouais. donc on n'a qu'à surveiller qui vient acheter. Votre question, je me suis posée aussi. Si il y a des trafiquants, c'est qu'il y a un marché. D'accord? Qu'est-ce qui peut bien pousser des gens à pouvoir consommer de l'alcool, qui de la cocaïne, qui de l'herbe? Et c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on s'attaque non seulement à ces trafiquants, mais aussi mettre sur pied des politiques non addictives, c'est-à-dire de permettre aux gens de ne pas plonger dans les addictions. Et c'est ça aussi, toute la question de la santé, une politique de la santé et de la prévention. Parce que les gens n'y vont pas par gaieté de cœur, c'est parce qu'il y a un tel isolement dans les difficultés qu'on peut chercher les palliatifs. Et les palliatifs, c'est ça.
Non, c'est pas. Nous étions sur le thème de la répression. Oui, mais vous avez dit il faut chercher pour les gens qui consomment. Donc je vous ai répondu. Non, vous m'avez pas répondu du tout. Je veux dire, on est dans la répression. Oui. Le fait de vendre de la drogue, c'est réprimé par la loi. Oui. Le fait de consommer de la drogue, c'est aussi réprimé par la loi. Les raisons qui font que les gens fument, ça c'est leur problème. C'est interdit de fumer de cannabis, etc. Donc on devrait pouvoir... C'est pas tout... On devrait pouvoir pénaliser aussi ceux qui prennent de la drogue. Or, apparemment, on s'attaque au narcotrafic, ceux qui vendent, mais ceux qui consomment, on ne sait pas qui, on ne s'en occupe pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là? Il y a quelque chose à faire, et c'est ce que je vous ai dit. Au niveau de la répression, pas au niveau d'aller voir pourquoi les gens se droguent. La personne achète de la drogue... Il faut tarir... Je vais vous dire il faut tarir le marché. C'est pas ça. Je veux dire, vous êtes en voiture. Oui. Bon, vous faites peu importe, vous faites un truc au code de la route. Oui. On vous pénalise, terminé. On ne se demande pas pourquoi vous avez fait ce truc-là. Vous avez fait la faute. Oui. C'est ce que je vous dis. Pourquoi la faute que j'ai faite, c'est de fumer. On m'arrête, on me donne une amende. C'est un délit, oui. Puis c'est tout, quoi. Je veux dire, Ouais. je me rends compte qu'on s'attaque beaucoup, en fait. On parle beaucoup des narcotrafiquants, mais pas du tout des consommateurs. Comme si ça n'avait pas d'importance. Or, vous l'avez dit tout à l'heure, Ouais. s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de vendeur. Ah Donc, ouais, on est d'accord. Il faut s'attaquer au marché. Oui, il faut aussi s'attaquer au marché. C'est fondamental. Mais moi, j'ai insisté, vous avez insisté sur le volet répression. J'ai pas de problème avec ça. Mais j'insiste aussi sur le volet ne pas tomber là-dedans. Parce que, bon, ça, oui. Ça, c'est impossible. Je veux dire, Ah bon, vous pouvez avoir ok. des enfants parfaitement heureux qui se droguent, d'autres malheureux qui ne se droguent pas. C'est un truc individuel, ça. Comment vous allez faire? Oui, mais c'est à partir du moment où c'est en vente libre, c'est ce que je vous dis. on va dire, c'est en vente libre, vos enfants aujourd'hui ont plus de facilité à trouver un marché qu'il y a 30 ans. C'est ça, c'est ça aussi. Alors, il y a... La drogue, c'est comme un supermarché. Vous allez... Il y a des petits supermarchés partout. Hein. On vous propose. Mais oui, mais ça, Ah ben oui, voilà. c'est... Et on casse les prix au départ pour vous attirer. On casse les prix, mais non, pour ça. On ajoute un petit bagage en l'air. Vous voyez comme vous êtes. Hein. Pour vous, les seules personnes qui consomment de la drogue, ce sont des gens humbles. Non, Ce que vous l'expliquez, non. On casser en les bains la machette. Non, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui propose ça. Il n'en reste... Mais c'est pas pour du tout tout. le monde. C'est pour tout le monde qui donne. Au début, il vous propose pour moins que rien. D'accord? Et ça, c'est pour tout le monde. Il y a un rap dessus. C'est pour mieux fidéliser cette clientèle, c'est tout. Et là, c'est pas une question petit, moyen ou pas. Hein? D'accord? Puisque vous avez des gens qui fument un paquet de cigarettes qui est déjà à 10 €. Et quel que soit le niveau social. D'accord? Un paquet de cigarettes à plus de 10 € aujourd'hui, c'est énorme. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a des décideurs, des gens importants de la haute bourgeoisie qui se droguent régulièrement, qui font des soirées... Tout milieu. Qui font des soirées cocaïne, et que donc c'est également pour ça qu'on ne s'en prend pas trop à ceux qui consomment. Est-ce que vous pensez ça? Ou est-ce que c'est pas bon? C'est pas une bonne... Mais c'est tout milieu. La cocaïne, c'est tout milieu, y compris ces milieux-là qui peuvent faire des soirées cocaïne. Et là, effectivement, je suis d'accord avec vous qu'il faut effectivement sévir. On est d'accord. Est-ce que si on ne sévit pas, c'est justement parce qu'il y a ces gens-là qui ont le pouvoir, il y a parfois des gens... C'est ce qui se dit. Placés. Moi, je crois aussi. C'est ça. Aussi. Moi, je suis d'accord sur cette analyse-là. D'accord. C'est parce que chacun a des bras longs. Ah oui. Et oui. D'accord. Mais il y a un problème qui vous préoccupe. Oui. Et dont on avait parlé avant qu'on commence l'émission. C'est le fait qu'on achète beaucoup de voitures neuves en Martinique. Je dirais que c'est un symptôme. C'est un symptôme sur quel type de société qu'on veut. C'est ça. C'est pas la préoccupation, les gens sont libres d'acheter ce qu'ils veulent. C'est pas ça.
on est dans un régime capitaliste. Il y a un marché de voitures, etc. Donc, les gens y vont. Les gens y vont et il y a comme aujourd'hui la nécessité d'avoir une voiture. Pourquoi? Parce que les gens qui prennent les transports en commun, ils se disent, j'attends m'acheter l'auto moins. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il n'y a pas de transport en commun viable sur le territoire de la CACEM. Je dis bien sur le territoire de la CACEM parce que Sud Libre, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous allez à n'importe quel moment, le samedi matin, le samedi, etc., vous regardez, vous avez des cars qui font les différentes communes du Sud. Mais le transport sur Fort-de-France, sur la conurbation CACEM plutôt, ça pose problème. Et donc, il faut s'y atteler. Il faut donner au choix aux gens. Moi, je connais des gens qui prennent l'avion, qui habitent le secteur des quartiers, et puis qui prennent le TCSP. Puisque le TCSP arrive à l'aéroport. Mais vous arrivez plus vite que si vous prenez votre voiture. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. On me dépose au TCSP, bon, m'arriver en parking, non, pas de problème. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a rien du tout. Je suis à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? Dans le parking de l'aéroport. Ah, pour prendre l'avion. Oui, pour prendre l'avion. Vous n'avez pas besoin. Vous allez plus vite. Donc, il faut donner pareil pour les transports maritimes. Tous les gens du Sud, en particulier, ont vite compris qu'il vaut mieux garer sa voiture au Trois-Îlets et puis prendre le bateau. Ils arrivent en 20 minutes, une demi-heure sur Fort-de-France. Ils ne prennent pas les embouteillages. Ils peuvent vaquer à leurs occupations, lire, écouter de la musique et autres, d'accord? Et c'est tant mieux. Ils n'ont pas de problème pour se garer, et c'est tant mieux. Et c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, c'est le symptôme. Ça veut dire que notre société est dans la tyrannie de la surconsommation, de la tyrannie de la voiture. Pourquoi? À cause de la défaillance et de l'effondrement. Ouais, mais attention, si je vais aller à l'Ensalade le dimanche avec ma famille, comment je fais? C'est possible. En transport en commun? Oui, c'est possible. C'est difficile. Hein? Dans le Sud, oui. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. On est d'accord. Donc j'achète ma voiture. Eh ben voilà. Ben voilà. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes tributaire des cars qui ne sont pas toujours à l'heure et vous êtes tributaire aussi des navettes maritimes qui voyagent pas trop tardivement à cause des problèmes de sécurité. Parce que je vous rappelle qu'au départ, quand on avait mis la navette, il y avait des navettes qui arrivaient, qui partaient à minuit. Mais c'est impossible aujourd'hui, c'est pour une question de sécurité. Hein? Vous vous rendez compte que la dernière navette partait des Trois-Îlets à minuit pour arriver à Fort-de-France. Moi, je trouvais ça génial. Pour des jeunes qui ont envie d'aller s'amuser, bon, et voilà. Ils peuvent le faire. D'accord, donc ça, c'est la liberté, ça. Un jeune n'a pas nécessairement besoin d'une voiture. Il a besoin de circuler quand il veut, en bande avec ses copains, bon, etc. Il n'a pas besoin de voiture, en réalité. C'est parce que la situation l'exige, parce que pour aller au cinéma, il n'y a pas de moyen de transport le samedi après-midi. Pour aller à Madiana, par exemple. D'accord? Et qu'est-ce que font les gens? Bon, si c'est comme ça, je vais mettre un home vidéo chez moi, comme ça, les gens viennent chez moi. Donc, voilà. Donc, on s'équipe parce qu'il y a défaillance, en quelque part. Aller au cinéma et puis regarder, même si on a le plus grand écran possible, c'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance. Aller au cinéma, c'est pas la même chose. C'est même pas une question de son, mais c'est une question que ça favorise, je dirais, le vivre ensemble. Et ça, le cinéma nous donne ça. Faut pas qu'on perde ça.
Je rappelle Le vivre ensemble. qu'il y avait... Le cinéma vous donne le vivre ensemble. Oui, ça favorise ça. D'accord. Parce qu'il y a de la convivialité. On fait des rencontres. C'est pas vrai. Ah bon, c'est ça que vous pensez. Bah, écoutez, je vais au cinéma. Ouais, je vais au cinéma, je rentre dans la salle, je m'assieds, je regarde mon film, non, je non, parle. mais je vous parle rencontrez pas, des gens. Je parle pas avec mon voisin. Mais, eh ben c'est ça, Surtout monsieur pendant le Larouché. film. Surtout pendant le film. Non, non, mais après. Après, je parle chez moi. Et vous aussi. Non, non. Ah bon, vous restez là. Oui. Puis vous... Mais monsieur Larouché. Donc vous vous faites draguer à la fin des films. Ah, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est vous qui me dites ça. Non, non, je dis que je rencontre des gens. Et c'est fait pour ça. Vous pouvez aller en quelque part sans voir les gens si vous êtes isolé dans votre bulle, monsieur Larouché. Ce qui est certainement votre cas, puisque parfois vous allez au cinéma, comme vous le dites, et vous pouvez passer devant des gens que vous connaissez, que vous ne percevez pas. Vous voyez comment si je connais la personne, je lui dis bonjour. Ah, monsieur Larouché. Mais les trois quarts du temps, avant je connais la personne, je lui dis pas bonjour. Oui, vous êtes déjà passé à 1 mètre de ma personne. Peut-être que vous ne me reconnaissez pas. Ah, c'est ça, c'est vraiment ça. Ah, oui, voilà. Je vous aurais dit bonjour avec plaisir, vous inquiétez pas. Oui, eh bien, je vous remercie. Ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce que vous pensez du covoiturage? Je suis pour. Je suis pour. Est-ce que ce ne serait pas une solution? C'est une solution. C'est une solution. C'est vrai qu'il y a des plateformes. On a une association des usagers des transports, AUTM, pendant toute la période où il y avait des difficultés et de transport, l'association a tenté, avec les moyens, ces petits moyens, de mettre ça sur pied, et je trouve que ça, c'est très bien. Est-ce que ce n'est pas une vraie voie qu'il faut regarder sérieusement? Je parlais de petits moyens. Est-ce qu'on ne peut pas donner à ce genre de justement. Des vrais moyens? Oui, des vrais. Je suis de votre avis. Surtout que j'habite Renéville et que donc pour aller à mon travail, je passe par l'avenue Maurice Bishop. C'est là qu'on voit les gens debout à attendre, etc. Et bon, ou bien quand je vais chez mes frères et tout ça, je me dis, mais ça ne me pose aucun problème de prendre quelqu'un, d'ailleurs je le fais, de déposer la personne à Fort-de-France, puis voilà. Tout à fait. Pourquoi ça ne rentre pas dans les mœurs? Eh bien, c'est ça qu'il faut. C'est parce qu'on a encore le culte de la voiture individuelle. Moi, c'est ça. Vous la première? Ah non, point du tout. Point du tout. Pour moi, la voiture, c'est pas j'ai une voiture, j'existe. La voiture, c'est un moyen de locomotion. C'est quand même un marqueur social, quand même, non? Ça devient de plus en plus. Mais ça l'a toujours été, quand même. Au départ, moins, mais aujourd'hui, compte tenu de la nature du parc, parce que les gens n'achètent plus simplement la voiture comme un moyen de locomotion, mais un moyen, un marqueur social et un moyen d'exhiber ce qu'on est en capacité de faire. Et ça vous ennuie ou pas? Ça nous indique beaucoup de choses sur la nature de notre société, c'est ça. Une société où le paraître joue un rôle, et quand il y a paraître, il y a toujours illusion, et derrière le paraître et illusion, il y a toujours de la souffrance. C'est vrai. Ouais. Mais les femmes se maquillent, les femmes se mettent des beaux bijoux, les femmes se mettent de belles robes. Et c'est bien, c'est la nature, c'est bien. Oui, mais pas too much, pas de trop. Oui, on fait ce qu'il faut. Oui, donc on fait la voiture, c'est un moyen de locomotion. Mais quand c'est too much et qu'on a envie de la dernière qui coûte 50 000, 70 000 euros, quel est l'intérêt? Surtout que c'est un capital qui se déprécie. Il n'y a pas d'intérêt. Acheter, même si on a des moyens financiers importants. C'est pareil pour la maison. Des fois, on est d'accord. On est d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Hein. C'est vous? Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vous qui voyez. Mais non, vous pouvez faire une maison n'importe comment, vous faites 3 pièces, puis vous habitez votre famille, mais vous essayez de faire une belle maison. Avoir une belle voiture, ça ne me paraît pas extraordinaire. D'accord. Ça me paraît au contraire vers le progrès. Comme ça, on travaille, on se dit j'aurai une belle voiture, j'aurai une belle maison. Ce sont des moteurs
ils permettent de faire avancer J'aurai les des choses. enfants qui m'aiment et Voilà, et vous avez des enfants qui m'aiment, absolument. Voilà. Les enfants vont préférer habiter dans une belle maison que dans une vieille maison. Non, ils Et puis la préfèrent Martinique, deux c'est parents mieux. qui les aiment. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui, On peut oui, avoir une belle d'accord. maison et aimer ses enfants. Oui, hein, tout à fait, tout à fait. Mais la priorité, c'est ça, c'est le lien Mais il affectif. faut pouvoir faire les deux. Oui, mais Mais ça- je fixe des priorités. Dans tout, il faut des priorités. La priorité, c'est le lien affectif. C'est quand je vais mal, je suis en capacité d'appeler mon père, ma mère, écoute, maman, papa, j'ai un problème. C'est pas, ah, bon, déjà d'où ça? Tant pis pour. Donc, Vous il appelez faut encore toujours... vos parents, vous? Non, je les ai plus. D'accord. Je les ai plus. Vous faut Mais un moi, exemple, je dis que quand on n'a plus ses parents, c'est très compliqué, quel que soit son âge. Ceci dit, on peut avoir une belle maison, une belle voiture et être proche de ses enfants, hein, vous savez ça? Oui, oui, je sais, je sais. Je sais aussi. C'est sûrement et puis- votre cas. Ah oui, si vous la dites, monsieur Larouché. Pourquoi vous contredire? Mais non, mais c'est votre cas, je le sens bien. Bien. Est-ce que vous êtes professeur de philosophie, vous avez des élèves en face de vous, Ouais. et vous leur parlez de philosophes, ils vous regardent comme si, au XXIe siècle, vous êtes en train de faire de la philosophie, de leur parler de l'Antiquité, de tous ces Monsieur Larouché, trucs-là, j'ai c'est- pas porté le dernier courrier de mes élèves, justement. C'est dommage, hein, je marche avec Ça les beaucoup de choses. intéresse que vous leur parliez de, Ah oui. de Platon, de Oui. Socrate, ça les intéresse. Oui, 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 oui. C'est vraiment dommage. Hein. J'ai pas, non, j'ai pas ça. C'est vraiment dommage. Donc, c'est resté dans le En domaine. tout cas, non, ma question Non, c'est... mais je vous dis, hein, je dirais que c'est très touchant que des élèves, à la fin, alors qu'ils n'ont pas encore passé le bac, on se dit au revoir parce que après une année passée ensemble, 4 heures par semaine, je dirais que des liens qui sont, on va dire, d'amitié et d'affection, d'accord, se nouent souvent, d'accord. Tant et si bien que, bon, mes élèves me disent, Madame heureusement, vous nous avez appris à réfléchir, nous avez appris à avoir confiance en nous. Vous nous avez appris à, surtout, à être ouvert, à penser par soi-même, à savoir dire non, et à savoir dire oui, à savoir nous accepter tels que nous sommes. Vous savez, parce que, par exemple, quand je suis auprès des élèves à copier, il y a des élèves à la fin de l'année, parce que, bon, quand on copie, c'est qu'on n'a pas conscience. C'est clair, net, pour moi, c'est ma manière de faire. Donc, je te prends la copie, c'est terminé. Je ne vais pas te donner la double peine de t'humilier devant les autres, etc. Je te prends la copie, c'est-à-dire... Ah ben, tu me la donnes, c'est tout. Et puis il a 0. Je corrige ce qu'il a fait, c'est tout. Courir ce qu'il a fait. Oui, c'est tout. Vous ne le punissez pas. Non. Le fait de copier n'est pas punissable. Je trouve que c'est déjà punissable quand je te prends la copie. Donc, si tu as 2, tu as 2. D'accord? Non, mais si j'ai vous- jamais mis 0. Attendez, si vous prenez la copie à un moment où il a déjà beaucoup copié, vous lui donnez 18. Non, quand même. Ben, ça donc- n'arrive pas. Ah, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que moi, je suis assez, je dirais, vigilante. Je ne suis pas assise là et puis je fais mes affaires. Non, non. Je circule dans les travées comme ça. Brutalement, je me lève. Dès que quelqu'un fait un saut comme ça, je sais qu'il copie. Donc, je suis au veille. Je suis au veille. Pourquoi? Parce que je me rappelle mes enfants qui revenaient du lycée, qui me disaient, maman, il y a des élèves qui copient et puis le prof ne voit pas. J'ai dit, mais pourquoi tu ne dis pas ça au prof? Ah non, parce que, etc. J'ai dit, si je ne dis pas ça au prof, est-ce que je peux le dire au prof? Non. Maintenant, si je ne peux pas dire, si toi tu ne peux pas dire, maintenant, j'en veux plus. Tu acceptes. C'est que tu acceptes. Puis c'est tout. Donc, par rapport à ça, je trouve que aujourd'hui, encore plus qu'auparavant, avec l'intelligence artificielle, avec les portables, mais ils sont ingénieux pour copier. Hein.
J'ai déjà surpris des élèves à copier. Il est seul avec moi en face. Il a à copier alors que je suis en face. J'ai dit, donne-moi ça, dépêche-toi. C'est tout. Et vous ne punissez pas? Je prends la copie. C'est ça la punition. Et comme je prends la copie 5 minutes et 10 minutes depuis le début, eh ben, tu n'as pas grand-chose. Hein. Ah madame, je n'ai rien fait. J'ai dit, tant pis pour toi. Donc si ça vaut 0, je mets 0. Mais c'est dramatique ça. Voici un professeur Ouais. qui voit que les enfants transgressent la loi. Oui. Et vous ne punissez pas. Mais et si. puis vous faites des citoyens avec Mais oui, ces gens-là. mais je la punis parce que j'ai pris la copie. J'ai compris, vous Mais prenez oui. la copie. Bon. Ouais. Mais il aura eu 0 de toute façon, puisqu'il ne Ben, connaissait pas. S'il ben copie, oui. c'est qu'il aura eu 0. ben oui. Mais en Ben plus, c'est- il a fait un acte qui peut être puni, c'est copier, je veux dire. Oui, oui. Donc vous ne punissez pas les élèves. Vous ne donnez pas une sanction, en plus de la copie. Non, non, je ne vais pas. Voilà, ben voilà. C'est Voilà. pour ça que notre jeunesse est comme ça. C'est à cause de gens comme vous que Non, notre non, jeunesse est comme ça. c'est pas à cause Si, de- si, c'est à cause de de gens vous. comme moi. Non, non, parce que Alors, à la moi, fin de l'année, évidemment, ils sont malheureux que vous partiez. Ils vous aiment bien, hein, vos élèves. toujours. Ils doivent vous Moi adorer. aussi, moi, je les aime. Mais vous ne les punissez pas. Ils peuvent Moi, que vous aimer. non, 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 non. Je les punis quand il faut. Pas pour ces trucs-là. Non, non. Tu n'as pas appris, eh ben non. Eh ben, tu as non fait. Tu as. Bon, ah non, parce que quand vous dites ça, tu viens, parce qu'il y a de ceux qui, vous avez fait 6 devoirs et puis ils n'ont que 2 notes et puis ils ont la moyenne. Ah non, moyenne non significative n'a pas participé à tous les devoirs. Et là, je mets sur le bulletin, sur le livret. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? Ah, quand même. Et l'élève est averti. Hein? Parce que moi... Attendez, il a un avertissement. Oui. Ah, donc il y a une punition. Oui, c'est à la fin que la punition est. Parce que D'accord. c'est ça, mais tu avertis. Mais si tu crois que je ne vais pas le faire, ça c'est toi. Mais moi je le fais. Je ne dis jamais ce que je ne fais pas. Et ça, parents, moi j'ai toujours dit ça aussi. Si je te dis que je te punis, je te prends le portable, eh bien je te prends le portable. C'est Vous tout. avez déjà travaillé dans le service public. Là, vous travaillez au couvent. Oui. Mais dans les écoles publiques, est-ce que vous avez déjà travaillé? Oui, j'ai travaillé au lecteur de Croix-Rivaille, dans À la l'enseignement. MEP aussi, il me semble. Oui, à la MEP aussi. D'accord. D'accord. Et c'est différent? Je dirais que ce qui est différent dans les 3 lieux où j'ai travaillé, le lecteur de Croix-Rivaille, c'était une petite structure, même pas 200 élèves à l'époque. D'accord, donc c'est une structure familiale, donc c'est pas la même chose. D'accord, vous avez un internat, la cuisine est faite sur place, donc c'est pas la même chose, c'est presque familial. D'accord. Donc, par exemple, c'était possible de leur donner à faire des travaux. Balayer, etc. Une punition. Voilà. Une punition. C'était possible. C'était possible. Pourquoi? Parce que le règlement intérieur. Alors, il me disait, madame, je préfère que vous me donniez un exercice. J'ai dit, non. Moi, je vais faire un exercice supplémentaire. Je te le donne et puis je vais me punir en corrigeant. Non. Maintenant, tu vas balayer. Tu vas faire ce que tu veux. Ça, tu vas travailler sur l'exploitation. D'accord? Ok, quand des élèves, à la MEP par exemple, qui étaient trop insupportables, etc., eh bien, tu vas faire 3 tours de terrain avec le prof de PS. Je m'organisais avec le prof de PS et je lui disais, bon, ben voilà, je t'envoie des gens, des jeunes là qui sont insupportables et qui empêchent de travailler. Ils ont horreur de courir. Ah, madame, je vais te conspirer. J'ai dit, ça, c'est pas mon problème. D'accord. Et au couvent, quelles sont les sanctions? Les sanctions, ce sont les blâmes, l'avertissement, la convocation Est-ce que l'ambiance est parents. différente? Je dirais que les parents sont beaucoup plus autour de leurs enfants. Au couvent? Oui, beaucoup plus. Et beaucoup plus. Et ils sont, je dirais, à l'écoute. À l'écoute de l'équipe, etc. Donc, ils font confiance. C'était pareil à la MEP. Mais à la MEP, c'était encore... Il y avait encore plus confiance parce qu'on pouvait... On vous le laisse, vous vous chargez.
Vous chargez de lui, vous pouvez le punir, vous pouvez... C'était... Je dois dire que c'était une époque que j'ai appréciée beaucoup. Et d'ailleurs, tous mes anciens élèves là, j'en ai rencontré une ce matin, qui travaille dans le bien-être, d'accord, c'est avec plaisir. Mais madame, vous n'avez pas changé, j'ai dit, toi non plus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis du canal Martinique Télévision, nous avons conversé pendant 1h30 devant vous avec Marie-Laurence Delors. Marie-Laurence Delors a été conseillère municipale dans l'opposition à la ville de Fort-de-France sous le mandat, le premier mandat de M. Laguerre. Et elle est venue nous parler. Elle est professeure de philosophie au couvent de Cluny. Merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. Merci à vous toutes et à vous tous. Et puis merci à M. Larouché. Merci beaucoup. À bientôt.